Alors, Guy vient la chasse. Voilà, exactement. Bravo. Tosfot. Mide de ave a Korea almenat litfor. Mais voir, il ressort, il est clair, de Sira Leou, que Tosfot pense, de Af Echa, de Enom Kalkel, que même lorsque l'acte qu'il fait n'est pas un acte de détérioration, de Tsarich le Ezedavar, parce que ça, il le fait parce qu'il y a un besoin utile pour quelque chose. Donc c'est pas juste un acte de vandalisme, c'est quelque chose d'utile. Mikol Makom, mais quand même, Patour, il va être Patour, va filou le Rabbi Yehuda, même pour Rabbi Yehuda, qui pense que Mlacha Sheila sera le Goufa Chayav. Pour quelle raison? De Svira Lehu, parce que Tosfot pense, Sheno Almenat Litfor, que lorsque il déchire sans intention de recoudre, l'omikre melacha chashuva, ça s'appelle pas du tout une melacha chashuva, ça rentre pas dans la définition de melacha. C'est ce qu'on a expliqué nous. Pour l'instant, il est en train de ressortir l'idée principale du Tosfot. V'chen nire midivrei à Kesef Mishneh, c'est ce qui ressort également du commentaire du Kesef Mishneh. Vous savez qui est le Kesef Mishneh, c'est le commentaire de Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, sur le Rambam, sur le Mishneh Torah. C'est pour ça qu'il appelait ça Kesef Mishneh, sur le Mishneh Torah du Rambam, au Perek Yud, Halacha Yud, Milchot Shabbat. Bon, donc tout ça, c'est simplement un rappel de l'intention de ce que nous dit Tosfot. Veut cacher les... Mais ça me pose problème, c'est difficile. Misugia de le Kaman, parce qu'on va voir un passage dans la Gemara, plus loin, Daf Kuf Dalet Amud Bet. Alors il ne dit pas ce que c'est. Alors, il faut que je le dise alors. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a écrit là-bas, à Korea Bochamato Chayam. Ça veut dire quoi? Chamato, ça veut dire quoi? En colère. Si quelqu'un est fou de rage, alors, il déchire son vêtement de rage, de colère, le Shabbat, il est chayav. Quel est le pshat? Il a fait la melacha de Korea. Ah oui, mais quand la mekalkelim petourim, quand on les melachot de détérioration sont pas tours, parce que ça s'appelle pas mlechet bar shevet, mais là, ça lui fait du bien. Pardon? Il s'est détendu par ça, ça lui fait du bien. Il apaise sa colère avec ça. Donc ça s'appelle un tikkun. Mais c'est pas Almenat Litfor. Donc comment Tosfot peut dire que s'il n'y a pas le Almenat Litfor, alors on n'est pas chayav parce qu'on n'a même plus fait la melacha, que le Almenat Litfor il rentre dans la définition de Korea, que tout Korea qui ne serait pas Almenat Litfor, ça s'appelle même plus Korea, contraire à la Gemara. Pélé. Ça, c'est une question catastrophique, terrible. Donc là, on a une chance. On va s'arrêter là. Le reste ne nous concerne pas maintenant. Je ne crois pas. Oui, c'est pas la peine. Il parle d'une autre Gemara. Mais cette question-là, on ne peut pas ne pas la poser. Comment Tosfot peut dire que le Almenat Litfor rentre dans la définition de Korea, alors qu'on a une Gemara Mefureshet qui dit que celui qui est Korea Bochamato, il est Chayam Mishum Korea. C'est incroyable. Alors heureusement, je ne saurais pas comment résoudre cette question-là, mais Rabbi Eliezer Moshe Horowitz, lui, va nous sauver. Donc, je vous propose d'aller le voir dans les mots. Il est très fort, Rabbi Eliezer Moshe Horowitz. Oui, je pense que oui. On va voir s'il le cite. Comme ça, s'il le cite, alors ça, on aura la preuve.
Non, là, vous êtes trop loin, là. Avec Coréage. Je crois que, il me semble que, non, si vous ne l'aviez pas eu déjà, vous l'aviez tout. Je vais regarder comment chez moi ça se présente. Alors, chez moi, c'est Tosfot. Midé באמצע דיבור midé דהווה הקורא על מנת לתפור. C'est ça le דיבור המתחיל. Bon, sinon... Attendez, c'est dans Aïn Gimel Amoud Bet, ouais, c'est ça. Ouais, peut-être. Zomer Chaya Beshunotel, on sait après. Ah, c'est pas mal. Tosfot. Voilà, un petit peu plus loin. Voilà, je crois qu'on y arrive. Dernière ligne. Voilà. באמצע דיבור, midé דהווה הקורא על מנת לתפור. C'est ce qu'on a vu là. Par comparaison avec קורא על מנת לתפור, la même chose c'est nous. רוצה לומר, donc il ne cite pas Rabbi Akiva Eiger, mais il va répondre directement. רוצה לומר, il veut dire, Tosfot veut dire, comment קורא, c'est exactement la même chose que קורא, à savoir que, de que שאין שם תיקון אחר, Zulatma sheraoui la tfira. Quand il fait une kriya où il n'y a pas d'autre aspect constructif que le fait que ce soit apte à coudre. De Bainan chez Yetzar Litfor. Dans ce cas-là, il faut que ce soit, qu'il en ait besoin. Velom ani maïd chazi litfira. Et ça ne suffit pas que simplement ce soit objectivement apte à cela. Il faut qu'il ait l'intention de le faire et le besoin de le faire. Mais c'est seulement s'il n'y a pas d'autres aspects qui rendent la kriya constructive. Aval bechamato ve'almeto. Mais si, ah oui, j'ai oublié de dire almeto aussi, la Gemara là-bas dit il y a deux cas où la kriya, le chayav, le Shabbat, c'est quand on est en colère ou quand on est en deuil. Il y a aussi une mitzvah de kriya. La mitzvah de kriya quand on perd un être cher, mais on ne la fait pas Shabbat. Et si on le fait Shabbat, on est chayav d'oraïta, parce que c'est quelque chose de constructif, il faut le faire cette kriya-là. C'est une kriya constructive. Alors, il a chinavi de chayav. Est-ce que vous avez compris la finesse de la réponse de Rabbi Eliezer Moshe Horowitz? Il dit, Tosfot a dit que nous on avait compris que c'était général. Koréa ne s'appelle Koréa que si c'est Almenat Litfor, que si c'est fait. On a la preuve que ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas ça que Tosfot a voulu dire. Tosfot n'a pas voulu dire que la définition de Koréa implique que ce soit fait Almenat Litfor. Il veut dire tout à fait autre chose. Il veut dire que lorsque le seul aspect constructif qu'on ait, c'est Almenat Litfor, c'est-à-dire voilà quelqu'un qui déchire un vêtement, et il ne le fait pas ni par colère, ni pour un mort, donc il le fait comme ça. Pour s'amuser. Alors, pour s'amuser, oui, on ne sait pas pourquoi il le fait. Alors, le fait qu'il y ait une possibilité, par le fait qu'il l'ait déchiré, qu'ensuite on puisse le coudre, ça ne suffit pas pour donner à Koréa sa force de Koréa. Et ça ne s'appellera même pas une melacha. Ce n'est pas melacha shetzra le goufa. Ça ne s'appellera même pas une melacha. Parce que ça ne correspond à rien. Mais par contre, s'il veut le déchirer parce qu'il veut le recoudre, là, ça confère à la melacha sa force de melacha. Donc, en fait, ça donne un nouveau sens à la compréhension du Tosfot. C'est pour ça que Rabbi Akiva Eiger, il n'avait pas admis ça, et donc il avait posé sa question.
Pashtout de Tosfot, c'était ça rentre dans la définition de la melacha. Là, c'est pas que ça rentre dans la définition de la melacha, mais c'est qu'il faut que la melacha, elle ait quand même un sens, qu'elle ait un sens quelque part. Donc, si elle est faite pour se calmer, bien sûr que là, on n'a rien besoin et il sera chayav. Mais si elle est faite sans raison, par pur vandalisme, alors là, ça ne peut pas s'appeler une melacha. Et c'est pas seulement melacha chez Natsra le Goufa, ça s'appelle même plus une melacha. Et donc, du coup, la même chose pour Zomer et Taïtzim. Si juste ils coupent le bois, ils n'en ont absolument aucun besoin, alors que ça pourrait servir, c'est pas suffisant. Les melachot qui ont un caractère destructif, si le seul caractère constructif, c'est le besoin qu'on en a, alors il faut qu'on l'ait ce besoin, qu'on le ressente vraiment, et pas qu'il soit simplement théorique. Voilà le chidouche, la compréhension révolutionnaire de Rabbi Eliezer Moshe en Tosfot. Dans la pratique, il y a presque jamais quelque chose qu'on détruit parce qu'on veut détruire. C'est il y a un intérêt derrière. Oui, vous avez raison. Même le vandalisme, il y a un intérêt derrière. Oui, c'est ça. Effectivement. Non, mais l'implication, vous avez raison, mais l'implication pratique, elle sera lorsque je fais un acte pour une autre raison. Par exemple, comme le cas de Zomer. Dans Zomer, moi je le fais pour être Zomer, mais j'ai besoin de stimuler la croissance. Maintenant on se pose la question, mais est-ce qu'on peut dire aussi qu'il a été Kotzer? Lui, il n'a pas l'intention d'être Kotzer, lui c'est pas son but, mais on pourrait y voir une tira, parce que finalement là, il va poser par terre du bois, quelqu'un va passer, il va récupérer le bois, il va le mettre dans sa chaudière. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça une ketsira? Donc, dans ces cas-là, il serait très une fois. Alors, par exemple, dans Coréa, je vois pas qu'il puisse être Coréa ou qu'il y aurait une autre melacha que Coréa. Dans cette application de Tosfot, elle est dans les cas où un acte peut être lié à deux melachot différentes, comme on a vu ici avec Zomer, qui est chayav aussi Mishum Kotzer. Là, ça a une application. Sinon, comme vous dites, c'est purement théorique. Dans ce cas, si on inverse, quelqu'un a besoin du bois, il n'a aucune intention de stimuler la vie. Il a besoin du bois, il coupe le bois. Ah, très bien. Comment il va Est-ce que dans ce cas-là, il va être chayav Mishum Zomer ou pas? Ouais. On a vu le Tosfot que oui. Tosfot a compris que oui, parce qu'on l'a dit, parce que Zomer, c'est l'essence même de Zomer, d'élaguer pour la croissance. Donc là c'est sûr que objectivement, c'est une melacha. Parce que c'est comme ça que ça se fait. Lui, il n'y a pas pensé, eh ben, ça reste quand même une melacha. Ça sera éventuellement une melacha chez la Tzricha le Goufa, c'est tout. C'est la définition de psyché. Il ne peut pas récupérer le bois s'il ne coupe pas. Oui. Donc s'il coupe, c'est qu'il est en train d'être... Non, il est en train de couper pour... Ouais. En même temps, ça va faire la pousse. Voilà, c'est ça. C'est psychréché, mais psychréché d'une melacha. Il faut que ce soit une melacha. Dans certains cas, ça sera même pas une... C'est psychréché, c'est pas une melacha, donc c'est pas un problème. Si fait un psychrécha de Zomer, oui, ça sera une melacha. Mais s'il y avait un psychrécha de Coréa, ça serait pas une melacha. Parce que c'est pas un melatit fort. Donc quelqu'un qui veut, je sais pas, tirer sur un vêtement pour le bien, je sais pas, c'est pas mon exemple parce que on tire pas sur un vêtement pour le déchirer quand on sait que ça va le déchirer. J'ai pas vraiment d'exemple en tête qui soit cohérent. Mais l'idée est que, comme pour que ce soit psychrécha, il faut que derrière la psychrécha, ça veut dire j'ai l'intention de faire quelque chose de permis, mais ça va entraîner obligatoirement, inéluctablement, une melacha interdite. Voilà. Et là, maintenant, on se pose la question, mais qu'est-ce qui c'est qu'une melacha interdite? Et là, on voit que il faut. Alors, si on l'a fait sans kavana, si on l'a fait parce qu'on n'en a pas besoin, donc déjà tout psychrécha, ce sera une melacha chez le Goufa. Pour Rabbi Shimon, on ne sera pas tout, pour Rabbi Yehuda, on ne sera pas rien. Et puis, il peut y avoir des cas de melachot, comme Coréa par exemple, où on n'a pas la kavana et que ça ne sert à rien, et ben c'est même pas une melacha. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas le problème de psychrécha pour personne, même pour Rabbi Shimon. Et pour Rabbi Yehuda. Voilà. Je prends un cas simple, quelqu'un qui marche. Oui. Lui, le but c'était de marcher. Oui. Son pied s'accroche dans une branche, Ouais. et il marche et il tire,
et en même temps ça va stimuler la pousse et il va avoir à couper quelque chose. Mais lui, il est en train de marcher. Et son intention, c'est quand il coupe, il sait qu'il marche et ça s'est attrapé dans son. Ah, il a même pas fait exprès. Il n'avait aucune mahashava ni de faire ni de. Ah ouais, d'accord. Mais c'était un psychréché. Il faut parler d'un psychréché. Alors quel va être le dit Alors est-ce qu'il ne faut pas qu'il marche Non, c'est pas un psychréché. Oui. Alors d'abord, est-ce que c'est un psychréché? Alors par rapport à Zomer, alors là vous dites il va le décrocher. Il ne fait pas Zomer là, c'est pas un acte de Zomer. Zomer c'est couper les arbres. Ça s'est coupé. Donc vous prenez un exemple où ça s'est juste coupé. Ça juste là, ça s'est pas déraciné. Il y a un morceau de branche qui s'est cassé et c'était un psychréché, disons. Alors d'après ce qu'on dit et d'après la Chita Tosfot, ça c'est un psychrécha de Zomer. Et donc il n'a pas le droit. S'il sait que ça va arriver, il n'a pas le droit de le faire. Par contre, ça ne serait pas un psychrécha de Kotzer. Mais comme il y a un petit crachat de Zomer, c'est déjà sourd, donc il n'aura pas le droit de le faire. C'est assez théorique, mais voilà. Là, je pense que là, on a bien épuisé le sujet et on va démarrer la nouvelle Sougia. Pardon ? Instant. Je regarde dans mes feuilles si j'ai pas oublié quelque chose. Ouais. Donc on arrive sur Vachoresh. On arrive à la deuxième melacha. Donc un nouvel intertitre. On a traité Zoréa et maintenant on arrive à Choresh. Choresh, ça veut dire faire des sillons, labourer. Alors, il y aura un peu la même démarche que précédemment. Tana, la Gemara apporte une braïta qui nous dit à Choresh, celui qui laboure, va Chofer, celui qui creuse un trou, va Choretz. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire Choretz? Rachid dit Ha-Choretz ose charitzin bekarka. C'est quoi charitzin? Des sillons. Alors quelle différence avec Choresh? Donc j'ai l'impression que Choresh ça veut dire avec la charrue, comme on fait. Et Choretz c'est juste il prend avec un bâton, il fait des petits sillons dans le sol. Ça revient un peu à la même chose. Chofer est plus éloigné, je trouve, que Choretz. Ils auraient dû mettre Choresh et Choretz à côté, l'un de l'autre. Mais bon, peu importe. Kulal melacha chaten. Tout ça, ça revient au même travail. Et donc, nafkamina, que si on les fait tous les trois ensemble, on est chayav combien? Une fois, bravo. Regardez Rashi. Melacha chaten. Eno chayav ela achat. Il n'est passible sur les trois que d'un seul sacrifice. Pourquoi? Alors, c'est quoi le point commun? C'est quoi l'essence de l'acte? Des kulhu, les refouillés à avider. Tous, elles ont pour objectif d'attendrir le sol. Donc, quand on a dit creuser, en fait, c'est pas pour le trou. C'est pas le fait d'avoir fait un trou, mais c'est parce que quand on creuse, on sort de la terre et on la rend friable. Et donc là encore, on est en train de faire, donc, dans les trois cas, on ramollit la terre, et ça, c'est ça l'essence de Choresh. Donc c'est pas tellement de faire le trou pour semer, que, comme on avait compris, pour y mettre la semence dedans, c'est plutôt pour le refouiller hara, pour attendrir la terre. Dans le Mishkan, c'était bien pour mettre une graine. Oui, mais parce que la notion de labourer, c'est d'attendrir la terre pour pouvoir ensuite, pour pouvoir recouvrir les semailles après. C'est surtout ça, semble-t-il. Et Hofer, qu'est-ce qu'il va faire avec un trou? Il a l'intention de planter quelque chose? Non.
Non. Juste faire un trou. Voilà, il fait un trou. Alors, c'est-à-dire, je ne sais pas, on ne précise pas ici quel est l'objectif. Est-ce que c'est le fait de faire le trou pour le trou ou bien est-ce que c'est pour y mettre quelque chose à l'intérieur, planter quelque chose. Si c'est pour planter quelque chose, ça probablement, parce qu'il va rendre aussi la terre friable autour du trou. À l'intérieur du trou, la terre va être plus friable aussi. Donc peut-être que là où il sera Chayav Mishum, ouais, ça peut être le cas comme pour les semailles, quoi. Quand il a fait le trou, ça a rendu la terre tout autour de la semence plus friable. Et c'est ça l'essence même de l'acte. Alors, ça c'était une braïta. Là-dessus, il n'y a pas de soit on continue. Amarav Sheshet. Rabbanan, c'est un Amora qui intervient et qui complète par des cas. Aïta lo gavshushit ou netala. Qu'est-ce que c'est gavshushit? Regardez Rashi. Tel katan. C'est quoi tel? Un petit monticule. Tel Aviv. Un tel, c'est un petit monticule. Une petite bosse. Et il l'a enlevé. Donc il avait dans la terre, et sur la terre, la terre faisait une bosse, quoi, en fait. Et il a coupé ça, il a enlevé ça. Quel est le din? Alors, ça dépend où ça se passe. Babait, chayav mishum boné. Basade, chayav mishum choresh. Alors, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, dans les maisons, la terre, c'était de la terre battue. Il n'y avait pas de parquet, il n'y avait pas de lino, et donc c'était de la terre battue. Donc si il y a une bosse, c'est moche et on risque de se casser la figure, donc il faut aplanir. Quand on aplanit, ben ça rentre dans la construction de la maison, ça améliore la construction de la maison. Donc la melacha considérée, c'est bonnet, rien à voir avec Choresh. Rashi, est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Oui. Babaït, Shayar Binyan. Quand on se trouve dans le contexte d'une maison, ce qui est approprié de parler, c'est de construction. Shemit Kaven, la Shvot Karkaito. Puisque son intention, c'est d'aplanir et de niveler, de mettre au même niveau tout le sol. Donc c'est bien bonnet. Par contre, qu'est-ce qu'on a dit? Si c'est dans le champ, là, le fait d'avoir enlevé la bosse, ça va s'apparenter à Choresh. Alors pour quelle raison, Rashi? De me rappeler Hara. Une fois encore, ça va permettre de faire que la terre à cet endroit-là, parce que si c'était un monticule, c'était une terre dure, on ne pouvait rien en faire. Et là maintenant, en l'enlevant, la terre en dessous va se retrouver plus molle et on pourra planter dedans, etc. Donc on a aussi, encore une fois, attendri la terre et ça sera donc Chayav à titre de Choresh. Donc en fonction du contexte, la leçon de Rav Sheshet, c'est qu'en fonction du contexte, le même acte peut s'apparenter à deux travaux complètement différents. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Alors, dans la même veine, vient maintenant un enseignement de Rava. Amar Rava, Aïtalo Gouma, Utmama. C'est un peu la symétrique du cas de Rav Sheshet. Cette fois-ci, il avait un trou, pas une bosse dans le sol, mais un trou. Et il l'a bouché, colmaté. Quel va être le din? Alors, encore une fois, ça dépend où. Babaï, Chayav Mishum Boné, c'est pas shoot. Dans la maison, il y avait un trou dans le sol, donc la construction de la maison était déficiente. En l'aplanissant, en bouchant, il fait maintenant un sol parfait. Et ben, il a amélioré la construction de la maison. Besadé, Chayav Mishum Choresh. Alors que dans le champ, il va être Chayav Mishum Choresh. Alors Rashi, Gouma Utmama Be'afar, il y avait un trou et il l'a bouché. Alors, bien sûr, il l'a bouché avec de la terre. Alors pourquoi c'est Choresh? Donc Rashi n'a pas eu de difficulté pour expliquer pourquoi c'est bonnet, mais il a une petite difficulté pour expliquer où est le Choresh ici. Alors il explique, Aïnou Choresh, pourquoi on dit que c'est Choresh par le fait qu'on a bouché un trou? Chez Afar, chez Mil Avo, Averafoui.
Parce que la terre qui a servi à boucher ce trou, c'est une terre friable. Vetov lazria, qui est bonne pour les semailles. Veishva la karka, liot nizra imasade. Et en plus de ça, il a aussi mis au même niveau que le reste du sol, de manière à ce que ça puisse être semé en même temps que le reste du champ. Donc, ce que Rashi semble vouloir dire, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que c'est bonnet aussi dans le champ, puisque finalement il a aplani, et aplanir c'est bonnet, et dit non, dans le contexte d'un champ, ça ne s'appelle pas une construction, puisque ça va servir au semail. Donc tant que ça sert au semail, ça ne rentre pas dans bonnet. Et par contre, pourquoi c'est choresh? Parce qu'on a utilisé de la terre friable. Donc le chidouche ici un peu pour moi c'était qu'on découvre que choresh c'est pas comme on pensait faire de la place pour mettre les semailles, mais c'est plutôt pour faire que la terre soit plus friable. D'ailleurs on avait vu ça aussi un petit peu précédemment parce qu'on avait dit qu'en Eretz Israël la terre est dure et qu'après on a encore besoin après les semailles il faut encore une fois labourer pour rendre que la terre soit plus friable. Voilà, donc jusque-là, il n'y a pas de difficulté majeure. Et on continue encore. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba enseigne. Achofer Gouma Beshabbat. Ve'enot Sarich Ela Le'afara. Si quelqu'un creuse un trou le Shabbat, alors on ne sait pas encore si c'est dans une maison ou dans un champ, mais Enot Sarich Ela Le'afara. Quand il creuse le trou, c'est pas pour le trou, mais c'est parce qu'il veut récupérer la terre. Eh bien, patour aléa. Il est patour sur cette extraction de terre. Ah, c'est étonnant, mais pourtant il a pris de la terre, elle est friable. Là, cette terre, il a refouillé Hara. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tour? Réponse. Va filou le Rabbi Yehuda de Amar Mlacha Shena Tzricha le Goufa, et même d'après Rabbi Yehuda qui dit que une melacha qui n'est pas faite dans l'objectif habituel pour laquelle on la faisait au Mishkan, Chayav Alea, on est comme Chayav. Donc ici, factuellement, il a fait le même acte que n'importe quel chofer. On avait dit précédemment que chofer est Chayav parce que le sol qui se trouve à l'intérieur du trou, il est devenu friable. Ben alors là aussi il l'a fait. Alors il ne voulait pas le faire pour ça, c'est vrai, puisque lui il veut utiliser la terre, mais n'empêche qu'il l'a fait. Donc il devrait, même pour Rabbi Yehuda qui dit que Mlacha Shenasra le Goufa Chayav, il va être patour. Pourquoi? Anemilem et Taken. Parce que quand est-ce qu'on a dit que Mlacha Shenasra le Goufa Chayav? C'est quand la Mlacha qu'il fait, elle est constructive. Anemilem et Taken, il arrange quelque chose avec. Haïme Kalkelu. Mais là, il ne fait que détériorer. Faire un trou dans la terre, c'est détériorer la terre, et donc même si lui il a besoin de la terre pour autant, ben, il sera pas chayav. Alors Rashi, est-ce qu'il y a Rashi là-dessus? Voilà. Patour aléa. Ah non, il y avait avant. Et là le hafara. Rashi se demande, mais pourquoi il a besoin de la terre? C'est quoi le besoin de faire un trou dans la terre pour récupérer la terre? Mais à quoi elle sert cette terre? Alors Rashi donne comme exemple le chassot soa, pour recouvrir des immondices ou des excréments. À l'époque, on n'avait pas des égouts comme aujourd'hui. Donc quand on avait comme ça des immondices, comment on s'en débarrassait? On mettait pour pas que ça sente mauvais, etc. Ben, on les enterrait, on les recouvrait de terre. Donc c'est ça, il a besoin de terre pour recouvrir des saletés qu'il y a eu dans la maison. Il y a un enfant qui a vomi, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Eh ben, on prend de la terre et on la met là. Eh ben, alors c'est interdit peut-être, c'est sûrement interdit, parce que c'est pas tour avalassour. En tout cas, il n'y aura pas de triou. Alors pourquoi il n'est pas tour? Alors Rashi nous dit Patour aléa. Alors, il y a deux questions. Si c'est dans la maison, si c'est dans le champ. Rashi nous dit Ve'en kal mishum binyan babayit. Si c'est à la maison, il fait un trou dans le plancher. On ne peut pas considérer qu'il y a un binyan ici. De kilkulhu. Il est en train d'abîmer sa maison.
ou le zria, nami lo chazia. Et en plus, ça ne peut pas non plus servir à semer, parce que maintenant qu'il a fait un trou, la charrue, elle va pas pouvoir passer, on ne va pas pouvoir semer à l'endroit du trou. Donc, que ce soit dans le champ ou dans la maison, il abîme tout avec son trou. Donc, il est mekalkel. Rachid nous dit, aval imayat sarichla, mais en imaginant qu'il avait besoin de faire ce trou pour une raison donnée, parce que je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose dans la maison qui fait qu'il faut faire ce trou parce qu'on va y mettre quelque chose à l'intérieur, un lampadaire ou quelque chose, alors là, Chaya Mishou Bonnet. S'il avait besoin de faire ce trou pour y mettre installer un meuble ou quelque chose comme ça, là il serait Chaya Mishou Bonnet. Donc ça sous-entend ici que c'est, la Gemara le dit clairement, il est mekalkel, donc tout va dépendre. Donc ici l'idée c'est quoi? C'est que quand on fait un trou, non pas comme on fait habituellement parce qu'on a besoin du trou pour faire quelque chose à l'intérieur, et dans ce cas-là il est soit bonnet, soit choresh, mais lorsque c'est pour avoir besoin de la terre et le trou et créer un désagrément plus qu'autre chose, une destruction plus qu'autre chose, là sur le trou on n'est pas tour en tant que mekalkel. Donc là encore c'est un principe très, très simple, kola mekalkelim peturin, quand on détériore, on fait un acte de melacha mais qui a pour conséquence une détérioration, eh ben on n'est pas tour parce que ça ne s'appelle pas melechet marchevet, tout simplement. Ça va? Il y a une mitzvah qui vilatait à Zanéha, je ne me rappelle plus du verset, qu'il faut recouvrir. Ouais, Chissita et Tseatecha. Ouais, ça, à l'époque, dans l'Ukon d'Israël, on sortait Yatet Yelecha la Zanéha. Comment ils font Shabbat pour respecter cette mitzvah? Eh bien, tout simplement, on préparait le tas de terre avant. Ah bon. Ben oui, c'est compliqué. Le fait de remettre de la terre dessus, c'est pas une mélacha. Non. Comment on a préparé cette terre avant, elle n'est même pas moutzée, puisqu'elle est préparée elle sert à ça. Voilà. L'idée, c'est la préparation, effectivement. Et si, par exemple, le Shabbat, une personne, la personne doit recevoir quelqu'un d'important, elle déplace les meubles, elle fait un sillon et elle casse une motte de terre. Est-ce qu'elle est chaya ou non? Parce qu'elle a déplacé Une motte de terre. C'est-à-dire qu'elle est sur. On est dans la maison. Dans la maison. Sur le terre-meuble. On a une terre battue. Il n'y a pas de plante. Il n'y a pas de plante ici. Il n'y a pas de plante. Il n'y a pas de plante. Alors c'est simplement la personne déplace des meubles et elle fait un sillon. Recevoir quelqu'un le Shabbat. Et ça va faire un trou. Oui, ça fait un sillon et il y a une motte et la motte elle s'en va aussi. Oui. Est-ce que la personne est chaya? Alors d'abord ça plaît d'avoir chez Nomit Kaven, parce que c'est possible que ce ne soit pas inéluctable que ça fasse. D'accord. Alors là, ça serait la question ne se pose même pas. Ouais. Si c'est inéluctable, c'est une question de psychrécha, mais il n'y a pas de melacha qui est faite ici, puisque faire un trou dans la maison, c'est plutôt mekalkel qu'autre chose. Donc il n'y a aucune melacha. D'accord. Donc il n'y aura pas d'interdiction ici. Voilà. Alors on arrive, on a fini, on a donc terminé Zoréa, on a terminé. Il y a encore un Rashi? Non, c'est sur la suite. Quel le Rabbi Yehuda, le Taken et le Taken. Ah oui, vous avez raison, je n'avais pas vu ça. Donc, parce que la Gemara, encore une fois, où était la Gemara? Ah oui, c'est ça. Rashi commente la dernière phrase. Vous avez raison, merci beaucoup. Afilou le Rabbi Yehuda de Amar, Melacha shenatzra le gufa chayav alea. Même pour Rabbi Yehuda qui dit que, en général, on est chayav quand on fait une melacha, même si l'objectif n'est pas celui qu'on faisait au Mishkan, mais il faut que ce soit metaken, et ici c'est mekalken. Alors Rashi va nous situer un petit peu Rabbi Yehuda sur Melacha shenatzra le gufa. Donc Rashi, c'est là que je vous ai cité tout à l'heure, c'était sur la base de ce Rashi. Regardez Rashi, le Rabbi Yehuda, le Perek HaMatzniya, le Kaman Tzadikim El Amudbet. On verra ce principe de Rabbi Yehuda dans le chapitre intitulé HaMatzniya, Daf 93b, Gabé Motzi et Ahmed de Mita. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il sort la civière du mort
Il sort le mort sur sa civière plutôt. Motzi et Tamet, il sort le mort, Bemita, sur sa civière, non pas parce qu'il veut l'enterrer, pour le conduire au cimetière, parce que dans ce cas-là, il y aurait une vraie Otsa'a, mais parce qu'elle l'incommode à la maison. Ça s'appelle Mlacha Shenat Tzricha le Gufa. Metaken, ça serait quoi le cas de Metaken dans Otsa'a? Komo, Motzi et Tamet. Alors là, on a écrit le Kovro. Et ensuite, il y a écrit Enot Tzarir le Gufa de Otsa'a. C'est pas possible. S'il veut le sortir pour l'enterrer, il a besoin de le sortir. Donc là, il y a un problème. Et donc, le Roshach corrige. Et il dit, il faut pas lire le Kovro, il faut lire la Chutz. Donc ça serait quoi le cas de Metaken? Rashi prend un exemple de Melach. Rashi cherche un exemple de Melacha She'en Tzricha le Gufa qui soit Metaken. Alors il nous dit, on a dit que l'exemple de type de Rabbi Yehuda de Melacha Katsalupa, c'est Motzi et Tamet. Alors c'est quoi Metaken dans Motzi et Tamet? Que Motzi et Tamet. Alors on ne peut pas lire le Kovro, ça donne aucun sens. Donc il faut lire à la place le Chutz. Que Motzi et Tamet le Chutz. Comme quelqu'un, c'est un peu un pléonasme, qui fait sortir le mort dehors. Bon, fait sortir, c'est toujours dehors. D'accord? Mais Rashi est assis sur la Otsa. La Otsa, ça veut dire, il explique, Otsa, ça veut dire mettre à l'extérieur. Alors, Enot Tzarich le Gufa de Otsa. C'est ça, c'est pour. Alors Rashi maintenant va expliquer pourquoi ça s'appelle Melacha She'en Tzricha le Gufa. Parce qu'il n'a pas besoin de la sortie proprement dite. Velo la mettre. Et ni lui n'a besoin, ni le mort n'a besoin. Lui n'a pas besoin. Ça l'intéresse. Le fait que le mort est dehors, ça lui apporte rien de spécial en tant que tel, dehors. Et le mort encore moins. Le mort était mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, parce que sous-entendu, si pour le mort il y avait un intérêt, ça s'appellerait déjà peut-être Melacha Tzricha le Gufa. Mais là, c'est En Tzarich le Gufa de Otsa'a, Enot Tzarich. Lui, il n'a pas besoin. Velo la mettre. Il n'y a pas besoin de non plus pour le mort. Et là, pourquoi il le fait? Et là, le Fanot Beto, il fait ça pour vider sa maison, pour ne pas avoir le mort dans la maison. Votsa'a Tzricha le Gufa. Alors, ça serait quoi le cas de Otsa'a Tzricha le Gufa? Quand est-ce que la Otsa'a serait qualifiée de nécessaire pour elle-même? Que Gon Shu Tzarich le Chefet Ze b'makom acher. Comme par exemple, il a un objet à tel endroit et il a besoin que cet objet soit dans un autre endroit. Là, oui, là, ça s'appelle une Otsa'a. Par exemple, dans le cas de la Mishnah de Yetziot HaShabbat, Ha'ashir Bifnim, Va'ani Bachutz, il y a quelqu'un qui est à l'extérieur et qui tend la main pour avoir un cadeau, pour avoir de quoi manger, et la personne lui donne un morceau de kekhala et lui tend, il veut que ce soit à l'extérieur dans la main du Hani. Donc là, il veut. Mais quand il veut que ce ne soit pas à l'intérieur, mais il ne veut pas que ce soit à l'extérieur, il s'en fiche que ce soit à l'extérieur, alors ça ne s'appelle pas Tzricha le Gufa, ça s'appelle Enat Tzricha le Gufa. Tzricha le Gufa, c'est quand il veut que ce soit là-bas. Pas pour que ce soit plus ici, mais pour que ce soit là-bas. Si par exemple, il fait moins 15 dehors et il fait très chaud à la maison, donc de sortir le mort, pour le mort c'est mieux parce qu'il sera mieux conservé le temps de l'enterrer, donc c'est le tzarich la même. Oui, vous dites qu'il fait froid dehors. Il fait froid dehors. Ouais, là, ça pourrait être une Otsa'a Tzricha le Gufo. Exactement. Voilà un exemple, un autre exemple. Il est un peu sophistiqué, donc Rashi a pris autre chose. Vous avez imaginé qu'il change d'une autre chambre pour une Touma. Pardon? S'il déplace le mort juste pour pas qu'il ait la Touma dans la pièce, il est dans une autre pièce. C'est pour ça qu'il me dit c'est peut-être dehors. Non, mais alors là d'abord, d'une pièce à l'autre, de toute façon, la Touma elle reste parce que c'est sous le même toit. Deuxièmement, il n'y a pas de Otsa'a parce que c'est Birshut HaYachid. Là, il y a un problème de Moussé. Dans le cas c'est un problème de Moussé. Il y a aussi un problème de Mouktsé, le maître il est Mouktsé, ouais. Mais là on est en train de savoir si elle me lacha ou pas, donc on ne rentre pas dans ces problèmes de Rabbanan. On n'est pas dans le registre du permis ou de l'interdit, on est dans le registre du Chayav ou du Patou. Lorsqu'on a fini les Rashi, non, il y en a encore un.
Mekalkelhu, Acha Mekalkelhu. Ici, en faisant le trou, il abîme. Rachidi et Beto. Je ne sais pas pourquoi Rachidi, quand il dit la maison, c'est pas pour exclure le champ, puisqu'il avait déjà dit aussi que pour le champ, il avait déjà signalé que c'était aussi un kilkoul pour le champ. Puisqu'il avait dit. Il me semble qu'il avait dit que. Le Zrianami lo Chazia. Voilà, il avait dit le Zrianami lo Chazia. Le Kilkul. Enkan Mishum Binyan Babait. De Kilkul. Ve Enkan Mishum Binyan Babait. Le Kilkul ou le Zrianami lo Chazia. Donc c'est pareil. Voilà donc. Là on a terminé cette fois-ci. Pour le mec qu'on sort de la chambre, il y a pas de Si, mais encore une fois, on ne parle pas de ça ici. Ici, on parle de Chiyuv et de Ptour. Je crois qu'on a déjà étudié ces questions. On avait une souga là-dessus, non? Oui, tout à fait. Dans quel pérec c'était, je ne sais plus. On a dit quelque chose pour mettre dans l'air avec OE, etc. Non, on a parlé de transporter le mort, de mettre. Peut-être c'était dans Babé Malikim, si ça se trouve. Pardon? Ou de mettre quelque chose sur le livre. C'est ça, mettre un enfant. Mettre un enfant. On a vu ça il y a longtemps. Je pense que c'était dans le deuxième péril des Shabbat. Mais là, ici, c'est pas la question de savoir est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit. C'est de savoir si on l'a fait, si on est chayav ou pas. Et nous arrivons à la troisième halacha, Hakotser. Kotser, ça veut dire littéralement moissonner. Mais moissonner de manière plus générale, cueillir. Sauf que, je peux le dire en introduction, en français, on a pratiquement un seul mot pour tous les types de cueillettes. La seule exception, c'est pour le raisin. La cueillette du raisin s'appelle la vendange. Mais c'est tout. Toutes les autres espèces, on va dire, la cueillette des olives, la cueillette des figues, la cueillette des dattes. En hébreu, pour chaque fruit, il y a un autre terme. Donc, kotser, en principe, c'est les céréales. C'est la moisson des céréales. Mais évidemment, le principe, ça sera le même. Et c'est ce qu'on va voir ici au tout début. Donc, on commence la Gemara. À Kotser, 2 points. Tana, une braïta qui vient dire. À Kotser, celui qui moissonne. À Botser, celui qui coupe le raisin, qui cueille le raisin, c'est-à-dire qui fait la vendange. À Goder, Ve'amasik, Ve'haoré. Alors, on va regarder dans Rashi quelle est la signification de ces 3 mots. Regardez dans Rashi. Goder, il y en a qui ont la version Goded. Goder, c'est bien. Batmarim, la cueillette des dattes, en hébreu, c'est Goder. Mosek, en hébreu, c'est la cueillette des olives. Donc les gens qui s'appellent Sika, en fait, ça peut venir de Sika, qui veut dire la cueillette des olives. Oré, Bete'enim, c'est la cueillette des filles. Donc on récapitule. Donc, à Kotser, c'est les céréales, Botser, les raisins, Goder, on a dit que c'est les dattes, Massik, c'est les olives, et Oré, c'est les figues. Kulan melacha achat, on peut rajouter hen. Tout ça, c'est la même melacha. Et c'est tous des avot. On voit encore un exemple de plusieurs avot, mais c'est le même av. Puisque c'est exactement le même principe. Simplement, ce qui change, c'est l'espèce considérée. Mais ce n'est pas parce que c'est une autre espèce que la loi est différente. L'idée est toujours la même. C'est un végétal dont on utilise, qui est cultivé pour être consommé et qu'on est amené à un moment donné à détacher de la terre pour l'utiliser, pour le consommer. Et ça, c'est une melacha
C'est une melacha qui avait lieu au Mishkan. Donc jusque-là, c'était facile. Maintenant, ça va devenir un peu plus sophistiqué. Amar Rav Papa, là on arrive déjà à l'échelon des Amoraïm. Une fois qu'on a vu les principes de base, on va voir un cas un peu particulier. En fait, c'est un petit marloquette, on va voir. C'est 4 lignes de Gemara. Amar Rav Papa, Hay Ma'an, Hay, celui, Ma'an qui, Hay Ma'an, celui qui, de Shada, qui jette, Pissa. Pissa, c'est quoi Pissa? Rashi. Zarak, donc Rashi a expliqué Shada, Zarak. Pissa, Pissat Regavim, le Dikla, le Dekel. Rashi a traduit tous les mots. Alors Pissa, c'était le mot difficile, parce que Shada on sait, et Dikla on savait aussi, c'est Dekel, c'est un palmier dattier. Hein. Mais c'est quoi Pissa? Rashi dit Pissat Regavim. On traduirait par une motte de terre. Une motte de terre dure. Un morceau de terre. Puis ça, c'est un morceau en fait. Donc là, il sous-entendu, c'est de la terre. Donc voilà quelqu'un qui prend un morceau de terre dur et qui la jette sur le palmier pour faire tomber les dattes. Ve'atar tmaré. Et il a fait tomber les dattes. Alors c'est quoi atar? Rachid dit Heshir atemarim. Rachid veut nous dire, vous savez qu'en araméen, le tav correspond au shin. Par exemple, pour dire shalosh, on dit tlat. Et donc atar, c'est heshir. Et heshir, ça veut dire faire tomber. Comment on dit en hébreu quelqu'un qui est chauve? Nosher. C'est la même racine. Donc le hachir, ça veut dire faire tomber. Donc il a fait tomber les dattes. Il ne voulait pas grimper, il a avancé. Pardon? Il ne voulait pas grimper, exactement. J'ai envie de manger les dattes. Paf! Il jette, la date elle tombe, il la mange, c'est Shabbat. Chayav Shtaim. Il va être Chayav 2 fois, 2 korbanot. Il a fait 2 melachot. Encore une fois, un acte, 2 melachot. Pourquoi? Achat mishum tolesh. Bon, ça c'est simple. Il a cueilli tolesh. Tolesh. Alors il n'a pas voulu dire. Il aurait dû dire. On a vu que pour les dates c'est goder. Il ne peut pas dire goder parce que il n'a pas fait avec goder. C'est quand on le fait dans les règles de l'art selon les bonnes pratiques. Là il n'a pas fait selon les règles de l'art. Alors c'est tolesh. Tolesh il a détaché du sol. Il a détaché du sol. Et l'autre, c'est par contre, c'est plus original. On ne voit pas qu'est-ce qu'il y aurait pu avoir d'autre encore. Achat mishum farek. Il décharge. Là, ça va être la difficulté de la souvia. Qu'est-ce que c'est de décharger? En quoi le fait de décharger? Décharger qui? Décharger quoi? Et où est la melacha? Ça va être ça la difficulté de cette Gemara. Mais avant même de voir Rashi, on va juste regarder la fin pour avoir une idée globale du passage. Ravashi Amar, donc là vous l'avez à la Shon Plukta. Ravashi, qui est le dernier Amora de la dernière génération et qui a le mot de la fin. Ravashi dit, je ne suis pas d'accord avec toi. En derech klisha bekar, ven derech prika bekar, il sera chayav ni de tolesh, ni de porek, ni de mefarek. Pourquoi? Parce que c'est pas le derer. Il fait l'acte, mais d'une manière inhabituelle. C'est pas selon les bonnes pratiques. Et quand on fait, c'est faire un chinoui. Et quand on fait un chinoui, on fait melacha de manière maladroite, inhabituelle, non conforme aux bonnes pratiques, ça s'appelle plus melechet marchevet. Et il sera pas tout. Pas sûr, pas tout rabalassour. Encore une fois, ne pensez pas que c'est permis. Il n'est pas question ici de travailler sur le permis. On a besoin de savoir il a fait la melacha, est-ce qu'il est passible ou pas de korbanot. D'après Rav Papa, 2 et Ravashi 0. Voilà. Donc maintenant, il va falloir comprendre. Donc avant tout, il faut comprendre où est le mefarek ici, et ensuite il faut qu'on comprenne quelle est la marloquette entre eux. Pourquoi là il pense que c'est le derer et l'autre il pense que c'est pas le derer, c'est un peu bizarre.
Alors, on va voir dans Rashi. Rashi nous dit, alors Tolesh, on va traduire Tolesh par arrache. Il a arraché, hein, c'est pas mal. Ça correspond un peu à Tolesh, c'est-à-dire c'est pas un terme précis, mais ça désigne simplement le fait qu'on l'a déconnecté de la terre. Donc on l'a arraché. Et Rashi nous dit, c'est quoi Tolesh? Tolada de Kotser. C'est un dérivé de cueillir. C'est une forme de cueillette. C'est pas la cueillette. La cueillette, ça se fait avec la main, ça se fait avec un ustensile. Là, ça s'est fait avec autre chose. Mais c'est un dérivé, parce que l'idée de base, c'est quand même la même. Le résultat est le même. C'est-à-dire qu'on a pris un fruit et on l'a détaché de l'endroit d'origine pour pouvoir le consommer. Donc on est vraiment dans le contexte de la melacha. Sauf que l'action n'est plus la même, donc ça s'appelle un dérivé. Donc pas de problème jusque-là. Alors maintenant, mefarek. Ah, qu'est-ce que c'est que mefarek? Rashi nous dit Tolada de Dash. Ah. Donc Rashi s'est posé la question, mais il faut le dériver de quelque chose là. Parce que c'est pas on n'avait pas mefarek dans la liste des melachot. Il faut le faire dériver de quelque chose. De quoi ça peut se rapprocher? Rashi dit de Dash. Rappelons qu'est-ce que c'est que Dash? Fouler, écraser avec le pied, les pieds de l'animal, fouler le blé, ça s'appelle. On écrase l'épi de blé pour en faire sortir le grain. Donc, alors, quel rapport avec fouler? Alors, Tolda de Dash, chez Mefarek, c'est quoi le principe de Dash? Chez Mefarek, Tevua, Mishibolea, pardon. Il décharge la récolte, c'est-à-dire la partie comestible de la plante, de ses épis. Il fait sortir le grain de l'épi. Tu vois, c'est le grain ici. Il décharge les épis. En fait, il aurait pu dire il décharge les épis du grain. Plutôt que de dire... c'est ça ce qu'il veut dire. Il enlève la récolte et décharge les épis. Lachon porek minachamor. Comme on dit dans la Torah, que celui qui rencontre l'âne de son ennemi qui plie sous sa charge, il doit l'aider à décharger. En français, comment on dirait? Regardez Rashi. Décharger. Donc ça sert de connaître le français quand même. Hein? Mettez-vous à la place d'un Israélien qui fait ce Rashi. Dishkargir. Nous, on voit tout de suite que ça veut dire décharger. Là, on n'a pas le moindre... Décharger. La seule chose, c'est qu'à l'époque, le CH se prononçait que. Chaque fois qu'il y a un mot en vieux français avec CH, vous verrez toujours dans les lazim de Rashi un kouf. Parce que le che, comme chinon, c'est kinon. Et à un moment donné, on a décidé de changer la prononciation. C'est pour ça qu'il y a écrit décarger, qui a donné décharger. Qui dit cette explication? C'est Rabbeinu Levi, ou d'après une autre version, le Via. On a souvent dans Rashi, Rabbeinu Levi, ou le Via, c'est Rabbi Yitzhak Halevi, qui était un des maîtres de Rashi en Allemagne. Et il nous dit en plus, le Gam Tchouvat Rabbeinu Meshulam Agaon. Il y a un Gaon qui s'appelle Rabbeinu Meshulam. Donc c'est les Gaonim, donc c'est pas du tout en Allemagne, c'est en Babylonie. Et Rashi, on voit que Rashi a reçu une Sheela ou Tchouva. Il a eu dans les mains un responsable plutôt, de Rabbeinu Meshulam Agaon. Tzatiken, j'ai trouvé dans une réponse de Rabbeinu Meshulam Agaon la même explication. Et là aussi, il décharge les dates de... Alors, Mechabedot. La question est de savoir ici, qu'est-ce que c'est que les Mechabedot? Alors, il y a un Rashi dans Souka, Daf Yud Gimel Amud Bet, où on trouve, dans Souka Yud Gimel Amud Bet, on trouve le mot Mechabedot. Et Rashi dit Anfe Adeke.
ça c'est la branche. Il décharge la branche de sa date, les dates qu'il avait dessus. Ça, on va encore réfléchir là-dessus. C'est des régimes un peu comme les bananes, on a des régimes de bananes, les dates elles sont comme ça, On reste accroché sur. En fait, les dates. Alors, Rachid n'a probablement jamais vu de sa vie un palmier dattier. Alors, après, on va voir d'autres rishonim, des Espagnols, qui certainement ont vu des dates. Donc, ça va être un peu. Alors, peut-être que Rachid a dit anafim, il n'est pas rentré dans le détail de ce que c'est que les anafim. Il a dit les branches ou quelque chose de la branche. Nous, on sait que les dates, il y a des grappes de dates. Les dates sont sur des grappes, en fait. Alors. Pardon? J'ai pas compris. Elles sont livrées avec, exactement, c'est comme ça qu'on le sait. Exactement. Heureusement qu'on va bientôt arrêter parce que ça va être dur. Hein? Ah oui, exact. Ouais. On va arrêter peut-être. Moi, je pense que de toute façon on n'est pas. Là on a posé les questions et on va revenir aux réponses. Je pense que ça sera beaucoup mieux de démarrer le cours là-dessus la semaine prochaine.